Bonjour Romane. Bonjour, bienvenue au musée du granit. Merci beaucoup de nous accueillir donc ici. On arrive du centre Maïtaï Bécon Plongée, dans l'ancienne carrière de la Roche-Bleue. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on va découvrir ici qu'on n'a pas pu voir là-bas? Alors l'ancienne carrière Roche-Bleue, elle permet de découvrir un des lieux où était extrait le granit, mais ici on raconte surtout l'histoire humaine qui peut se cacher derrière cette pierre. Donc les visiteurs ils vont découvrir les différentes étapes du travail des carriers, les outils qu'ils utilisaient, les différentes techniques d'extraction, de taille de la pierre. Donc c'est vraiment pour découvrir ce savoir-faire autour du granit. D'accord, tout ce qu'il y a autour du granit. Et donc alors, pourquoi cette pierre, elle était aussi importante justement sur la commune de Bécon? Alors en fait, le granit, il a vraiment véritablement façonné l'histoire de la commune. À partir du 19e siècle, c'est devenu une activité économique majeure. Donc on a eu plus de 400 carriers qui ont travaillé dans les carrières. Et ça sans interruption jusqu'en 1972. Ça a vraiment permis de faire développer la commune. Ça a fait vivre plusieurs familles. Et c'était, voilà, encore une fois, une réelle tradition. Oui, c'était une activité très florissante. Exactement, c'est ça. Ok. Alors, Romane, où est-ce que l'on se trouve là? On est au niveau de la première salle, donc c'est l'extraction. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le travail d'un carrier? Le carrier, pour commencer, il va falloir qu'il extrait les blocs du fond de la carrière. Donc pour ça, il fallait qu'il repère les fissures naturelles de la roche pour pouvoir les fendre. Une fois que c'était fait, il allait pouvoir les remonter avec des grues, des treuils. Et ensuite, le granit passait entre les mains des différents ouvriers. Donc certains fabriquaient des pavés, d'autres taillaient la pierre pour de la construction, des monuments. Donc c'était un travail d'équipe où chacun avait son propre savoir-faire. D'accord. On imagine quand même un travail particulièrement difficile, hein. C'était quoi les conditions de travail de ces gens-là? Parce que un travail comme ça aujourd'hui, mon Dieu, c'est quasi impossible quand on voit la multitude déjà d'outils et puis les conditions dans lesquelles ils travaillaient. Ils vivaient autour de la carrière. Oui, généralement ils vivaient dans le bourg, donc juste à côté des différentes carrières. Oui, donc c'était un travail compliqué. Oui, totalement, c'était très difficile. Ils travaillaient dehors déjà, donc ils étaient exposés à tous les aléas climatiques. Ils avaient aussi des journées très longues, donc soit ils commençaient très tôt ou ils finissaient très tard selon la saison. Et ils étaient payés à la tâche, donc ça impliquait aussi d'avoir un rythme de travail très soutenu. Et en plus de ça, en fait, avant l'arrivée des machines, tout était manuel, tout se faisait à la force des bras. Donc c'était particulièrement compliqué, c'est sûr. Donc là, on a différents outils qui pouvaient être utilisés par nos carriers. On a notamment les clous de potée. Donc c'est grâce à ça qu'ils pouvaient fendre les blocs. En fait, ils allaient venir faire un trou, placer ces clous de potée et en les frappant, ça allait venir appuyer sur la fissure et donc se faire fendre le bloc. Juste à côté, on a des bijoutiers. Donc ça, c'était utilisé plutôt par les enfants. En fait, c'était des petits marteaux qui leur servaient à faire du gravier avec les restes de granit qui pouvaient être produits par le paveur. Donc tout le monde était mis à contribution. Donc les enfants travaillaient également? Lorsqu'ils n'avaient pas école, ils venaient aider en fabriquant du gravier. D'accord. Donc là, on est dans la forge. Ah d'accord, donc il y avait un forgeron. Alors c'était quoi l'utilité du forgeron? Parce que moi je pensais que chacun entretenait son propre matériel. En fait, le forgeron, il allait s'occuper des chaînes qui remontaient les blocs, mais aussi et surtout des outils des ouvriers. D'accord. Et pourquoi, en fait, les outils avaient besoin d'être entretenus régulièrement? Exactement. En fait, vu que les ouvriers sont généralement payés à la tâche, ils se doivent d'avoir absolument des outils qui tiennent la route. Et ça, le forgeron le sait, donc parfois il en profite. Il demande un petit peu d'être payé un peu plus pour vraiment qu'on s'assure de la qualité des outils. Ah d'accord, donc oui d'accord, donc ils étaient un peu tenus. C'est ça, exactement. Ils étaient dépendants du forgeron. Dépendants du forgeron, d'accord. Il en usait en fait. C'est ça. D'accord, ok. Je vois qu'il y a des initiales là, gravées sur cet outil.
En fait, c'était pour se repérer, pour savoir à qui appartenait l'outil. Le forgeron allait venir graver les initiales du propriétaire. Ah, d'accord. Alors, ici, donc nous sommes dans l'atelier du tailleur, c'est ça? Exactement. On a le poste de travail du tailleur de pierre. Alors, c'était quoi son travail, lui, exactement? C'était plutôt des pierres pour des monuments, des choses comme ça? Pour de la construction, donc il y a une dimension quand même un peu artistique. D'accord. Il fallait qu'il travaille ses blocs face par face, qu'il fasse en sorte qu'ils soient bien parallèles, à la bonne dimension également, et puis ensuite il allait pouvoir travailler la surface et faire en sorte que ça ressemble à ses maquettes et à ses croquis. D'accord, donc en fait ça c'est des maquettes dont il s'inspirait peut-être pour les... Ça pouvait servir de modèle pour différents monuments. Des volumes, des proportions, etc. Et du coup je vois là-bas donc l'abbaye de Solesmes. C'est ça, avec du granit de Bécon taillé par les tailleurs de Bécon. Ah d'accord, très bien. Donc là on est au niveau du polissage. D'accord, donc je vois que c'était des femmes qui exerçaient ce métier. C'est ça, c'était le seul poste qui pouvait être occupé par des femmes, mais c'est aussi un petit peu le plus ingrat, parce que ça fait mal au bras, ça fait mal au dos, et puis le bruit est assez désagréable aussi. Donc c'était avec cet engin-là? C'est ça. Ah oui, effectivement, oui. Très lourd. C'est très très lourd. D'accord. Et on appelait ça un polisseur? Un martin. Un martin? C'est ça. Ah oui, d'accord. Il fallait qu'elle place de la limaille de fer, un petit peu d'eau et qu'elle vienne frotter le martin pour vraiment enlever plusieurs millimètres de granit et avoir un aspect bien poli. Et elle faisait ça pendant des heures et des heures? 10 heures par jour, ouais, c'était d'accord. Ah oui, effectivement. Pénible. Ah oui, j'imagine, oui. Et donc, alors ici, on a le granit qui est poli. C'est ça, exactement. C'est ça. Et c'est ce qu'on utilise sur les pierres tombales. Notamment. D'accord. Il y avait aussi les gravures, ça ne s'était pas fait ici, j'imagine. Non, je pense pas, je ne crois pas. Non, elle polissait et ensuite ça devait être gravé. C'était envoyé au graveur, exactement. D'accord, ailleurs. Très bien. Donc, Romane, le musée propose différentes animations, notamment pour les enfants, pour découvrir le granit autrement. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi ton coup de cœur? Alors mon coup de cœur, c'est notamment les boîtes sensorielles. Donc là, l'idée, c'est de découvrir l'univers du granit autrement, en fait par le toucher, en plongeant notre main dans la boîte et en essayant de deviner ce qui s'y trouve. Donc c'est vrai que ça change un peu d'une visite classique. Là, c'est plus simple et plus ludique, notamment pour les enfants. D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait des petites boîtes également, ce sont des boîtes sonores. C'est ça, c'est aussi pour découvrir tout ce qui est lié au granit, mais cette fois par le son. D'accord. Les cloches. Là, c'est la cloche du bourg, exactement. Alors Romane, où est-ce que nous nous trouvons ici? Là, on est au niveau du pôle international. Donc on peut apercevoir en fait les différents granites des différents pays du monde. C'est ça. Différentes couleurs, différentes textures, oui c'est ça. On pourrait avoir tendance à penser que le granit c'est toujours le même, mais en fait il peut être assez varié. Et donc ça, avec ce pôle international, on peut le voir et on peut aussi toucher les différentes effectivement. Ouais. La Norvège, le Brésil, l'Afrique, le Portugal. Donc il y a quand même des exportateurs principaux. Oui, ça va être l'Inde et le Brésil. L'Europe est quand même un peu plus en retrait de ce point de vue-là. Ah oui, d'accord, d'accord. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter justement sur l'extraction du granit? Alors une anecdote qui est aussi une fierté pour la commune concerne les Champs-Élysées. En fait, une partie des pavés qui sont sur cette avenue ont été fabriqués ici à Bécon avec du granit des carrières de la commune. Ah oui, c'est la fierté. Effectivement, je comprends. Maintenant, je verrai les choses différemment quand je marcherai sur les Champs-Élysées. J'aurai une petite pensée pour toi et pour Bécon, effectivement. Alors Romane, le musée n'est pas ouvert toute l'année. Est-ce que tu peux nous rappeler les jours et horaires d'ouverture? Le musée il est ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h pour la période estivale mi-juillet fin août. D'accord, très bien. Eh bien écoute Romane, merci beaucoup pour ton accueil, c'est très gentil. Grâce à toi, nous comprenons beaucoup mieux l'importance du granit pour Bécon les granites.
Je remercie également le service communication de la mairie de Bécon qui nous a gentiment permis de faire ce reportage. Alors voilà, notre reportage s'achève aujourd'hui. Continuez de nous accompagner dans nos découvertes, de partager nos reportages et également de faire découvrir les trésors de notre territoire. À très bientôt pour un nouveau reportage.